Une si longue, une si grande insistance à regarder en détail si peu d'alexandrins. Eh oui, seulement 2 d'abord, puis 4, en les considérant de plus sur le seul plan de la phonétique, ne manquera pas d'étonner le lecteur de cette vidéo. Mais la seconde partie, titrée Du vers au surréel, éclaire, j'espère, la raison d'une telle obstination. Oh non, il ne s'agit pas du tout de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pas du tout. Plus humblement, il s'agit d'essayer de faire des choses qui peut-être vont intéresser et peut-être instruire et peut-être même inspirer. Alors, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de lire les 2 alexandrins qui sont en train de s'afficher lentement sur ce fond noir. Il s'agit de 2 alexandrins tirés de l'Andromède de Pierre Corneille. Pour l'histoire, voilà qui me rappelle ce que dit Stéphane Mallarmé de son Hérodiade. L'anecdote n'est qu'un prétexte. Le véritable sujet est la beauté. Mais si le premier sujet d'un poème n'était pas la poésie même, pourquoi ne nous serions-nous pas contentés de la prose? Pourquoi aurions-nous inventé la poésie? La jeune fille, l'infortunée jeune fille qui apparaît à l'image, rend les 2 alexandrins moins lisibles. Je vais quand même dire un mot très court de l'histoire d'Andromède, mais je vous demande surtout de bien garder ces 2 vers présents à l'esprit. Imaginez que pour une raison de colère, de jalousie divine, ça arrive dans toutes les religions. Le malheureux peuple éthiopien doit livrer en pâture à un monstre marin, une fois chaque mois, une fois par mois, l'une de ses plus belles jeunes filles. Et, relisez les Alexandrins, l'appétit du monstre est tellement insatiable que l'on craint, que l'on tremble qu'il ne finisse par exiger, après avoir dévoré déjà tant de charmantes personnes, la princesse Andromède elle-même, que vous voyez attachée nue ici sur le rocher, prête au sacrifice. Je m'empresse de vous rassurer, je suis là, et jamais je ne laisserai faire une chose pareille. Et jamais non plus je ne vous laisserai vous, du moins la partie d'entre vous que je vais désigner tout à l'heure, vous sauver sans avoir approfondi le sujet que j'ai intitulé, cela semble peut-être étrange, du vers au surréel. Fins observateurs que vous êtes, vous n'avez pas manqué de remarquer, surtout ceux qui me connaissent déjà, que je n'ai toujours pas dit, pas lu, à voix haute, les 2 alexandrins qui s'affichent toujours là, devant nous. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas vous influencer par la perception que j'en ai. Je sais très bien, ceux qui ont, parmi vous, qui avez découvert ces alexandrins tout en début de vidéo, on peut faire, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut faire 2 groupes distincts. Les premiers ont vu ces vers, ils les ont lus, ils ont quasiment zappé, ils se sont dit mais pourquoi il affiche ça si longtemps? On a vu quoi. Mais les autres, vous qui certainement allez regarder cette vidéo jusqu'au bout, enfin, je l'espère, vous avez senti immédiatement en vous que ces alexandrins étaient écrits comme physiquement, comme de tout le corps, et qu'ils appelaient de vos lèvres une réponse, une sorte de chorégraphie verbale, une réponse à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire conçus pour le plaisir sensoriel de la diction. On va essayer d'en détailler la magie. Je les montre à nouveau
complétée des deux alexandrins qui suivent et qui terminent la phrase de Corneille. D'abord, je ne les dis pas, je vous laisse les dire vous-même, en vous-même, les murmurer peut-être intensément en vous-même. On essaye d'en détailler la magie. Le deuxième vers, pour moi, c'est le sommet particulièrement touchant, le jeu des et des est, comme une sorte de, comment on peut dire, de miroitement, de changement de lumière. Hein. Est, est, par ces degrés tâchait d'approcher d'elle, comme si choisissant de plus belle en plus belle, le sort par ces degrés tâchait d'approcher d'elle. Évidemment, le rapport rythmique des chointantes est génial. Choisissant, tâchait d'approcher. Alors, il y a bien sûr les occlusives, le comme, si choisissant de plus, degré, et que, et jusque, et les coups. Il y a aussi la virtuosité qui fait que l'accent circonflexe qui assombrit le A de tâchait se retrouve dans les deux imparfaits du subjonctif, essaya et mesura. Enfin, il y a 1000 trésors. Regardez la distribution des sifflantes. Si, choisissant, le sort. Et alors il y a aussi le jusque à nous qui rejoint les deux chointantes choisissant, tâchait d'approcher, et le S, le Z, jusque à nous, essaya sa force et mesura ses coups. On voit que la véritable rime n'est pas la petite note terminale de chaque vers, mais qu'elle est permanente et interne, et que le véritable vers est conçu comme chorégraphie, lèvres, langue, vibration du larynx. C'est une sensibilité propre au poète qui lui donne d'écouter avec une acuité singulière jusque dans les dessous des moindres bruits de la langue. Paul Valéry note pertinemment que chaque fois qu'il tente d'enrichir la densité sonore du vers, la qualité proprement phonique, phonétique, eh bien la conséquence, comme par surcroît, est un enrichissement de sa valeur signifiante. Cela renvoie aux origines du langage. Il n'y a pas là un bien grand miracle, si ce n'est que nous manquons de mémoire, et nous nous étonnons de cette origine qui ressurgit comme à notre insu. Je l'ai dit 100 fois, je l'ai même écrit, le bruit de la langue participe au sens, l'articulation sonore étaye la pensée. Une seconde, je vous prie, juste pour vérifier qu'Andromède est bien sur son rocher. Nous parlons, mais bon, inquiétude vaine, elle est toujours là, heureusement. Je reprends. Eh bien justement, tenez, à propos de mémoire, vous rappelez-vous que lorsque la première fois que dans cette vidéo, l'image de la statue d'Andromède est apparue, j'ai dit qu'elle effaçait le texte, j'ai dit que j'allais raconter brièvement un peu d'Andromède, de son histoire, mais je vous ai demandé de ne surtout pas oublier les deux alexandrins, les deux premiers qui s'affichaient. Écoutons-les encore. Comme si, choisissant de plus belle en plus belle, le sort par ses degrés tâchait d'approcher d'elle. Et il est là, le véritable sujet. Ce n'est pas Andromède, le sujet premier, c'est la poésie. C'est l'histoire de Stravinsky. Il compose un ballet pour cordes qui s'intitule Apollon Musagète. Un journaliste l'interroge, « Maître, pensiez-vous à la Grèce en composant Apollon ?» Réponse de Stravinsky, « Non, monsieur, je pensais aux cordes. » La croyance du journaliste est une croyance répandue, une croyance commune. Ainsi, lorsque je vous demandais de bien garder présent à l'esprit les deux alexandrins de Corneille, c'était de crainte que le son ne soit dans votre esprit mangé par le sens,
que la signification ne dévore le signe et que le monstre marin ne vous bouffe. Tenez, ultime retour sur notre quatrain. Ne croyez pas que nous en ayons déjà épuisé tous les trésors. Loin de là. Bon, sur le seul plan phonétique d'ailleurs, le seul que nous ayons abordé. Voyez les O clairs, comme, si choisissant, le sort, Marcellerie, d'approcher d'elle, et que sa force. Voyez la distribution des U, de plus belle en plus belle, après rien, jusque à nous, sa force, et mesure à ses coups. Sur le plan consonantique, mais je crois que j'en ai même pas parlé, l'accroche des R, c'est ce qui frappe le plus instantanément à la lecture sonore, j'imagine. Il est très important pour l'harmonie de la composition des alexandrins classiques, des vers classiques d'ailleurs plus généralement, de savoir ménager les repos, les arcis et les thésis, les élans et les détentes. Je parle du point de vue de la construction sonore. Le premier alexandrin n'a pas un seul R. Il est très important de savoir ménager de ses pauses. En revanche, sort, de gré, approcher, 3 secousses, 3 tremblements de R, dont le vers suivant, le troisième, ne gardera qu'une réplique, trait, et le dernier 2, force, mesura. Encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit, au moins suggéré, il ne s'agit nullement d'un calcul intellectuel, d'une mise dans des cases des consonnes, des voyelles selon leur structure, leur nature linguistique. Regardez, les labiales par exemple. Les labiales, ce sont les consonnes qui font se fermer les lèvres. J'ai envie de vous laisser lire vous-même ces 4 vers, en ne pensant, en ne regardant que les moments où vos lèvres se ferment. Dans le premier vers, 5 fois. Les labiales, ici, ce sera M, B, P. Comme, plus belle, plus belle. C'est beaucoup déjà. Et ça scène entièrement le vers. Dans le vers suivant, les labiales sont bien plus séparées. Au début, 3e syllabe, et puis l'avant-dernière, par, approcher. Ensuite, Corneille nous fait respirer. Il y a juste pour, et enfin, délicat, dernier vers, c'est le M, mesura. Dites-le, vous allez voir. Et non, ce n'est pas un calcul intellectuel, c'est l'état d'hypersensibilité à l'égard de la langue qui fait que l'on compose la poésie en ayant toujours ce souci, cette véritable, comment je pourrais dire, anxiété. Mieux, ce scrupule, scrupulus petit caillou. Tenez, une anecdote dont j'espère qu'elle vous fera sourire. Vous êtes sur un site de poésie, Internet, vous publiez des choses de plus ou moins bon goût, mais toujours dans le goût poétique. Vous avez un pseudonyme qui est Crunch. Voici les 2 tercets d'un sonnet que vous faites sous ce nom. Vous parlez d'amis qui vous taquinent. Petit Crunch, disent-ils, faudra-t-il qu'on te trousse, qu'on soulève ta jupe et te taquine et pousse à nous montrer ta bourse et ton épi de blé? Et là-dessus chacun rigole, pouffe et glousse, de sentir et de voir mon trouble redoubler. Ils finiront ces fous par me ficher la frousse. Eh bien ça marche avec Crunch, ficher. Petit Crunch, disent-ils, faudra-t-il qu'on te trousse, qu'on soulève ta jupe et te taquine et pousse à nous montrer ta bourse et ton épi de blé, et là-dessus chacun rigole, pouffe et glousse, de sentir et de voir mon trouble redoubler, ils finiront ces fous par me ficher la frousse. Mais si je ne m'appelle plus Crunch, et si je m'appelle Loulou, ficher ne convient plus. Écoutez, mon loulou, disent-ils, faudra-t-il qu'on te trousse, qu'on soulève ta jupe et te taquine et pousse à nous montrer ta bourse et ton épi de blé,
Et là-dessus, chacun rigole, pouffe et glousse, de sentir et de voir mon trouble redoubler. Ils finiront, ces fous, par me flanquer la frousse. Bon, ce sont des vers improvisés, ça se fait avec un peu de métier, et ce n'est certainement pas ça qui va apporter grand-chose de nouveau à la poésie française. N'empêche, j'essaye par cet exemple un peu trivial de montrer l'état d'esprit dans lequel on se trouve, c'est-à-dire au plus loin de la simple dimension linéaire, littéraire même, mais bien dans une dimension que j'ai dite spatiale, résonante. Altérer, toucher une syllabe, un phonème, un mot au vers 12 va changer quelque chose dans le vers 7. Dans un endroit d'une tirade, un peu plus haut, un peu plus bas, je ne saurais pas dire exactement le degré de l'amplitude couverte par le radar sensoriel, mais, et là je pense à une œuvre de plus longue haleine, les retours, les reprises, les repentirs, les regrets, l'attention, le temps fait tout en matière d'art, dit Valéry, il a raison, une nuit de sommeil. Tout cela permet d'avoir, sur la surface du poème, quelle que soit la dimension, les yeux et les oreilles, partout, de véritables radars, comme d'un état de conscience modifié, une conscience à la fois globale et scrupuleuse. Si je reviens à ma petite blague, si je dis mon loulou, mais instinctivement, je n'ose pas dire inconsciemment, le L va prendre plus de force. Le flanquer, la frousse à la fin, sera appelé, mais aussi par tout ce qui aura été traversé entre-temps. Si je dis petit crunch, disent-ils, faudra-t-il qu'on te trouve, et soulève ta jupe. Crunch sera rappelé par le che de crunch, sera rappelé par le j de jupe, etc. Et à la fin, fiché sera bienvenu. Voilà, ça marche comme ça. Attendez un instant, je vous prie, regardez sous la vidéo, 17 minutes et 20 secondes que je suis dans ce sujet. Andromède, ouf, non mais surveillez vous aussi, hein. Vous voyez que je suis pris, obsédé par mon sujet poétique et phonologique surtout, mais bon, surveillons bien que nul monstre marin ne l'approche. Aidez-moi à protéger Andromède. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre percée que moi pour la délivrer de cette menace, pour la détacher de son rocher. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je fais depuis le début de cette vidéo? Je m'attache, m'obstine, m'acharne à faire sentir que le monde créé par les mots remplace le monde réel. Mais oui, le monde est lui-même dit monde, et le réel lui-même dit réel. En montrant la valeur vraiment sonore, phonique, phonétique de deux alexandrins, j'ai essayé de vous arracher, comme je m'arrache moi-même, à force par métier, à l'habitude qui nous fait entrer dans ce que racontent ces mots au lieu de nous les faire sentir eux-mêmes pour ce qu'ils sont. La réalité est d'abord leur agencement sonore. Le reste se passe dans notre tête par conditionnement, même par réflexe. Je viens d'entendre, à l'instant, à la radio, une dame philosophe qui s'entretient avec un historien de l'art autour de la peinture, de la perception, et elle évoquait le fameux tableau de Rembrandt que l'on trouve au Louvre, la carcasse de bœuf. Elle parlait de son dégoût, quasiment de sa répulsion, et elle lui demandait à lui, historien de l'art, évidemment familier de toutes les œuvres, sinon en artiste lui-même, du moins en connaisseur et en amateur sensible et passionné. Elle lui demandait l'effet que produisait sur lui cette œuvre. Mais lui voyait couleur, forme, peinture, matière, clair-obscur, empattement, relief, lumière. Exactement comme moi, est, par ces degrés tâchait d'approcher d'elle.
exactement comme moi j'essaye de rendre ceux qui veulent bien m'entendre à la perception autre de la langue, dans toute sa profondeur concrète, charnelle, et composée par la poésie. Andromède, ou, dans Corneille toujours, ou bien, il est teint de mon sang, plonge-le dans le mien, et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Un I, un U, un. Ou bien, vous permettez, cher Corneille, que j'emprunte quelques vers à Racine? Chantons, mes sœurs, chantons, et que puissent nos chants du cœur d'Assuérus adoucir la rudesse, comme autrefois David par ses accords touchants calmait d'un roi jaloux la sauvage tristesse. Vous avez entendu cette rime en S? Eh bien, elle est dès le début. Chantons, mes sœurs, chantons. Adoucir la rudesse, et que puissent nos chants du cœur d'Assuérus adoucir la rudesse. Mais le temps passe, je crois que j'abuse de votre patience. Il est peut-être temps d'honorer la deuxième partie de mon propos initial, la promesse, vous vous rappelez? On relit. Une si longue, une si grande insistance à regarder en détail si peu d'alexandrins, seulement 2 d'abord, puis 4, en les considérant de plus sur le seul plan de la phonétique, ne manquera pas d'étonner le lecteur de cette vidéo. Mais la seconde partie, nous y voici, nous y sommes. Éclaire la raison d'une telle obstination. Son titre, du vers au surréel. Alors, une deuxième partie consacrée à des précisions, des compléments, mais d'abord une correction. La correction déjà du monstre qui s'approche d'Andromède. Et c'est un dur combat. Hein. Il a été suscité par Poséidon. Ah, ça n'est pas une chose, une bestiole fragile. Regardez, là je cède sous son poids. Oui, c'est dur, mais je ne me laisserai pas faire. Je me relève et je reprends le combat. Quoi, comment? C'est de la danse et c'est pas du fight? Et regardez les combattants de MMA. À Desania, il a commencé par la danse, fasciné par Michael Jackson. Le hip-hop, Shevchenko, c'est hallucinant. Regardez ses entrées dans l'octogone. Ah mais elle fait peur. Alors Birkadze, lui, c'est encore pire, lui. Formé au Bolchoï, un danseur étoile et un super combattant, un coach de MMA. Non, non. Et d'ailleurs, regardez, là, le monstre s'écroule, j'ai gagné, il s'effondre. J'ai même pas utilisé la tête de Méduse. Et oui, c'est ce que dit la mythologie. Persée a utilisé seulement sa technique, sa force, et grâce à son entraînement, il a triomphé du monstre suscité, je répète, par Poséidon. C'était pas n'importe quel monstre. Alors la correction du monstre, c'est fait. Mais il faut quand même rester toujours vigilant. Je me propose donc quelques retours sur le premier propos pour des précisions, mais puisque nous venons de nous livrer à quelques moments de danse, eh bien c'est cet art qui me vient à l'esprit pour illustrer le premier moment de ce retour. La plupart d'entre nous, et c'est bien triste pour les autres, nous pouvons à loisir marcher, courir, sauter, nous accroupir, bondir, nous asseoir, ramper, grimper, faire tous les mouvements qui nous chantent. Mais il arrive qu'à certains, cela ne semble pas suffisant. Il arrive que certains ne considèrent même pas cela comme une liberté, mais bien seulement comme une illusion de liberté. En effet, notre aspect, notre forme physique, les segments, articulations, les muscles, conditionnent jusqu'au caprice de notre mobilité, en la bornant à une exploitation naturelle. Et tout, jusqu'à notre énergie, notre force, nous semble à certains manquer d'endurance, de résistance, d'explosivité. Aussi bien de l'autre côté
que de capacité de détente, de reprise, de rentrée en soi-même, vraiment profonde. Eh bien, on va inventer le sport, la danse, les arts martiaux, la méditation. Bref, un tas de disciplines, un tas d'exercices physiques, spirituels, qui vont permettre de pallier autant que possible toutes les insuffisances ressenties. Bon, je ne vais pas détailler les exercices spécifiques du sprinter, de l'haltérophile, du boxeur, du sauteur à la perche, du danseur classique, du yogi. Mais vous vous doutez bien que pour participer à un 100 mètres au niveau international, à une chorégraphie du Bolchoï ou du New York City Ballet, on ne pourra pas se contenter des libres marcheurs, danseurs, sauteurs évoqués tout à l'heure, parce qu'ils n'auront pas la souplesse, l'amplitude, le délié, la rapidité, ni l'agilité, ni la précision de ceux qui ont su se soumettre à ces années d'exercice. Ceux non exercés peuvent bien évoquer le non-assujettissement aux exigences de la technique. Ils seront déplacés sur la scène du Bolchoï. Je dis déplacés parce que personne n'est vraiment jamais ridicule. Et en tout cas sur un ring, ils se feront étaler. Je pense que vous avez compris que l'image de la danse ou de la boxe est transparente. Nous héritons d'une langue dite natale, avec son lexique, conjugaison, mode, temps, syntaxe. Eh bien, il est des gens à qui ce fatras de convention ne convient pas, qui pensent qu'il y a moyen d'aller tout à fait au-delà, de faire vraiment autre chose, de créer un objet de langage vraiment singulier. Comment? Eh bien, en prenant l'image de la danse, en essayant d'élever l'équation au degré poétique. Par quel moyen? Par les contraintes, les exercices propres à notre art, soit dans les conditions de rigueur formelle, la conscience phonétique dont j'ai tant parlé, créatrice de couleurs et de rythmes, la recherche syntaxique, l'économie lexicale bien sûr, et le jeu abstrait de l'esprit. Mais chut, je vais y revenir. Merci. Merci les danseuses. Je répéterai ça tout à l'heure, dehors. Chut, c'est la classe de danse classique. Bon voilà, nous sommes tranquilles et je peux à nouveau parler à voix haute. Oh, mais qu'est-ce que je découvre? Le combat continue. La haine de l'alexandrin fait de la résistance. La haine. Un John prend sa défense contre un Jim bien remonté. Moi, je prends pas parti. Entre John qui aime l'alexandrin et Jim qui le déteste, moi, je vais essayer d'apaiser la fièvre. Mais je vais répondre d'abord à John, pour lui dire de calmer son enthousiasme. Mais oui, Jim, qui dit du mal de l'alexandrin, qui dit beaucoup de mal, il a raison. Et bien d'autres avant lui, mais c'est depuis 150 ans. Parce que l'alexandrin qu'il fustige est une marionnette vide, un concept abstrait. À ce genre de moulin à vent, on peut attribuer tous les défauts qu'on veut, et toutes les qualités aussi bien. Concrètement, voilà un millénaire que l'alexandrin féconde la poésie française. On peut citer de nombreux exemples de poèmes qui illustrent cette forme de façon honorable, et on retient sous le nom de classique l'ensemble des œuvres mesurées, rimées, capables d'émouvoir, d'instruire, d'indiquer des voies, d'inspirer. Tenez, un des grands exemples. Pardon Corneille, j'emprunte à nouveau à Racine. Ah oui, le fameux récit de la mort d'Hippolyte, le récit de Théramène dans Phèdre. Description du monstre. Ah, celui-là, malheureusement, je n'ai pas pu le battre. C'est lui qui a détruit Hippolyte. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Un domptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Il paraît que l'acteur Rému, dans une pause sous la direction du metteur en scène cinéma Pagnol, s'était arrêté dans son coin. Un ami vient le voir et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»
Oh, je lis Racine, écoute ça comme c'est beau. Sa croupe se recourbe en repli tortueux. L'accent il n'est pas marseillais, je crois qu'il est de Toulon. Enfin, l'accent méridional amplifie l'intensité, la densité phonétique de l'alexandrin de Racine. Sa croupe se recourbe en repli tortueux. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui l'apporta recule épouvanté. Et il y a des gens, par ignorance, vraiment par méconnaissance totale, qui imaginent que le vers, l'alexandrin, serait une forme préétablie, un ronron, dans lequel la pensée n'aurait qu'à se couler sans effort. Ah, ça me rappelle jeune, le grand poète Bernard Lavilliers. Hein. Moi, j'apprends la boxe parce que quand j'entends des conneries, je fous un coup de poing dans la gueule. Tiens, tu le vois celui-là? Tu le vois celui-là? Tu le vois? Ben c'est l'autre, c'est l'autre. Eh oui, beaucoup portent le tierce. Rares sont les bacchants. Bien, on va respirer, on va se calmer un petit peu. Et le surréel alors? Le surréel, est-ce que ce n'est pas le moment? Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, il est temps de passer au surréel. Allez, tout de suite. Eh oui, parce que je dois l'avouer, je dois la faire ici maintenant, la correction. À part celle du monstre, la phonétique et la stylistique font corps, les tropes. On est dévoré d'une énergie physio-poétique. Ah, il faut rétablir la balance. Allez, on y va, on bondit. Stylistique, phonétique. Mais oui, j'ai exagéré du côté de la phonétique. Mais et si les gens étaient moins sourds aussi? J'étais obligé, hein. Évidemment, je parle comme un fou furieux de phonétique. On trouvera sûrement que j'ai exagéré. Je l'ai dit en voix off, je le redis ici. Et ça paraît bizarre, une telle insistance sur les moindres sons, les moindres éléments d'un alexandrin. Je ne peux parler que d'expérience, évidemment non, je ne contrôle pas chaque sonorité. Mais je vois des gens qui essayent, qui font des alexandrins ou des vers, ou pensent en faire, et qui galèrent pour chercher la rime au bout. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On peut avoir, la rime peut venir en premier, la rime peut venir en premier, mais c'est elle qui va induire toutes les sonorités qui précèdent et toutes les combinaisons. Bon, maintenant ce petit passage hors voix off, c'est pour oublier la phonologie et en venir à un aspect bien plus important, non, aussi important. Eh oui, mais la plupart étant sourds. En tout cas, Louis Racine, le fils de Jean, le poète, grand poète de théâtre, dit une chose très juste. Il y a chez mon père de telles constantes trouvailles, de telles idées, je crois qu'on appelle ça des alliances de mots, que personne ne les remarque. Et ça, c'est hallucinant. Donc, les gens plus habitués à l'alexandrin, je me suis permis donc d'insister beaucoup sur la phonétique et maintenant je donne quelques points de Racine. Alliance de mots, Bérénice, Titus, tout se tait, et moi seul trop prompt à me troubler, j'avance des malheurs que je puis reculer. Où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avancer des malheurs et reculer des malheurs? Vous vous rendez compte? Ah oui, le surréel s'annonce. Quel air respires-tu? N'es-tu pas dans ces lieux, écoutez bien ça, où la haine des rois, avec le lait sucé, par crainte ou par amour, ne peut être effacée? Des lieux? N'es-tu pas... Est-ce que c'est dans ces murs ou dans ces lieux, dans ces murs? On ne peut pas effacer la haine sucée avec le lait. Quel air respires-tu? N'es-tu pas dans ces lieux où la haine des rois, avec le lait sucé, par crainte ou par amour, ne peut être effacée? C'est délire. Où est-ce qu'on peut sucer la haine? Et puis où est-ce qu'on peut effacer la haine? C'est voilà. Gros délire. Je vais en donner d'autres. Racine. C'est tout le temps comme ça. Ah, tenez,
Là, c'est plutôt de la virtuosité de construction, de syntaxe, de négation de la négation. Mais madame, après tout, me croyez-vous indigne, pas digne, de laisser un exemple à la postérité, indigne, qui, sans de grands efforts, ne puisse être imité. Et la magie, c'est que ça fait 12. Mais madame, après tout, me croyez-vous indigne de laisser un exemple à la postérité qui, sans de grands efforts, ne puisse être imité. Au début, on se dit, attends, est-ce que c'est sûr qu'il ne s'est pas trompé? Il n'a pas dit le contraire de ce qu'il voulait? Non, non, c'est juste. Mais voilà. C'est pas si grave. Valérie dirait au pauvre Titus, tu sais, la postérité, c'est des cons comme nous. Ouais, je devrais faire une vidéo qui serait uniquement faite des trésors, de tous les joyaux de la poésie dite classique. Mais ce ne serait pas une vidéo, ce serait un immense, un film éternel, un film sans fin. Un film sans fin. Le silence des nuits, l'horreur des cimetières, de son contentement sont les seules matières, tout ce qui plaît déplaît à son triste pensée. Et si quelques beautés sont encore en sa face, c'est que l'amour y loge et que rien qu'elle fasse n'est capable de l'enchasser. Heureuse à qui le ciel donne un cœur assez tendre pour pouvoir aisément comprendre d'un amour malheureux quel était le bonheur, tel que je crois qu'il devrait rendre les plus heureux amants, jaloux de mon erreur, les plus heureux amants, tel que je crois qu'il devrait rendre, tel que je crois qu'il devrait rendre, tel que je crois, tel que je crois qu'il devrait rendre. Arriver à caser ça dans un octosyllabe, pas un adjectif, pas un substantif, tel que je crois qu'il devrait rendre. Le sien, je l'ose dire, est si grand et si haut que si, comme nos dieux, il n'a place en nos temples, tout ce qu'on lui peut faire est moins qu'il ne lui faut. C'est ça, l'art de l'alexandrin. Pas ces machins truffés d'adjectifs, ces quincailleries abominables. Malheureusement, le goût se travaille, le travail se goûte. Et comme dit Oscar Peterson, mieux c'est, moins les gens aiment. Calme, calme, reste calme. Connais le poids d'une palme, portant sa profusion. Alors, on vient de voir, première correction, tentative de rétablissement d'équilibre. On a certainement exagérément évoqué la phonétique. On vient de parler de stylistique. Puis, il y aurait bien d'autres précisions, d'autres corrections à apporter. Vous vous rappelez tout au début, encore une fois, Mallarmé. L'anecdote n'est qu'un prétexte. Le véritable sujet est la beauté. La poésie qui prime en elle-même sur tout sujet qui n'en est que le prétexte. Stravinsky aussi. Je ne pensais pas à la Grèce ancienne dans Apollon Musagète. Je pensais aux cordes. Eh bien, attendez un petit peu. Vous allez voir. Cette vidéo dont j'ai eu de la peine à venir à bout, c'est un peu, c'est seulement sans l'histoire, mon histoire. Direct, en essayant de ne pas bouger juste, en essayant de ne pas bouger la jambe arrière et de partir ici, là, tu vois. Et après, bah, c'est classique, hein. Ici, toujours rentrer plein, protéger partout. Finalement, cette vidéo, c'est peut-être que l'histoire de moi. Hein. Eh oui, mon histoire. Adonis, Orphée. À l'intérieur, il faut masquer, passer, tu vas monter, tu montes et tu retombes. C'est pas évident parce que le gars il te voit faire, tu vois. Mais enfin, le bras avant de protection, ça marche toujours pas avant. Il de passer, mais après il faut enchaîner. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Bien, alors, les corrections annoncées, les corrections faites et celles qui sont encore à faire. Celles qui sont faites,
le monstre, le rattrapage de l'exposé excessif du côté phonétique, phonologique par rapport à la stylistique. Et vous vous rappelez que j'ai dit que le principal sujet de la poésie était la poésie et non pas Hérodiade, que le principal sujet de l'Apollon Musagète de Stravinsky était les instruments à cordes, leur agencement, la belle musique de Stravinsky plutôt que la Grèce. Là, j'avoue qu'il me faut corriger. Encore. C'est que, quand Mallarmé compose Hérodiade, il a en tête ce personnage. C'est le fond, c'est la base, c'est peut-être la racine et la source. Idem pour Stravinsky, avec Apollon Musagète, Apollon conducteur des muses. Il l'a au cœur. Mais ce qui importe à ce moment, c'est le métier. Stravinsky va jusqu'à dire « la manière de la dire est la chose même ». Je comprends très bien ça. À l'opposé, mais pour mieux rejoindre le propos des Mallarmé Stravinsky, je me rappelle Gabriele D'Annunzio. C'est en 1911, il sollicite Claude Debussy pour écrire un oratorio, le martyr de Saint-Sébastien. Et je me rappelle que D'Annunzio travaille dans une pièce peuplée d'images anciennes en lien avec Saint-Sébastien, des statuettes, des tableaux, il y a des crucifix. Et être entouré, baigné dans cette atmosphère religieuse, je ne sais pas si je peux dire chrétienne, parce que l'œuvre est plutôt légèrement païenne, au point que l'Église catholique a interdit à ses fidèles d'assister aux représentations. Pauvre D'Annunzio, pauvre Debussy. Bref, être entouré de cette ambiance semble avoir aidé D'Annunzio à se concentrer sur son poème, mais cette concentration porte sur l'écriture, la manière, la technique. Un artiste libre sait toujours associer l'art à la technique et il sait qu'il n'y a pas de difficulté dont la technique ne puisse triompher. J'aime ce que dit Stravinsky. Les idées viennent. Cela répond un peu aux questions que l'on peut se poser sur l'anxiété de buter sur une impossibilité, un problème à résoudre. Voilà encore une façon, une formule expresse de Stravinsky. L'art, un problème à résoudre. Et donc, les idées viennent. Oh, regardez comme je suis beau, un vrai Christ en poésie. Il y en a qui disent que je ne suis pas mystique, mais je suis l'Hérodiade, la pureté marmoréenne, incarnée. Tiens, pour amuser ceux qui sont restés jusqu'ici, un petit rapprochement avec Madame Martian. Je dis Martiane, mais c'est Martian. Vous connaissez? Mars Attack, Madame Martian, l'une des plus jolies scènes de tout le cinéma. Ah oui, ce côté à la fois libre et engoncé. C'est Tim Burton? Mars Attack, c'est Tim Burton? C'était celle qui joue le rôle de Madame Martienne, c'est Elle tient d'Hérodiade. Sa compagne. C'était des heures de maquillage, c'était l'horreur, elle ne pouvait pas bouger avec sa perruque. Et cette scène, elle est merveilleuse, vraiment. Et la musique, incroyable. La musique, notamment dans l'entrée, à l'entrée dans la Maison Blanche. C'est Danny Elfman. On a Ravel, on a Debussy, on a un peu de Messiaen, on a peut-être un peu de Bernstein, de sud-américain, de... Exotisme. Il y a les sirènes de Debussy. Elfman sait tout faire. Musique extraordinaire, l'aquarium divin. Et puis ça finit par le... Oh, elle est méchante. Elle bouffe le doigt de Martin Short. C'est pas une femme, c'est une martienne. Puis elle le tue, comme Hérodiade coupe la tête à Saint-Jean, elle le tue, pareil. Bien. On retrouve notre fil directeur, enfin, si tant est que nous en ayons un, on essaye, pour dire qu'il me semble que la conscience de notre condition verbale, de notre conditionnement verbal, mais on se rend compte, du moins je me rends compte, moi, que je ne me rends pas compte de la véritable puissance, ni des effets, ni des conséquences de ce conditionnement.
Bref, il me semble que la conscience de cet état est à la source de toute poésie. Décloisonner le lexique, faire entrer les mots en résonance phonétique, entre eux d'abord, puis par conséquence espérer, avec l'objet prétexte de leur composition, etc. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais il s'agit, pour moi, de pousser le jeu au-delà du permis. C'est naïf d'ambition, mais justement, avec le moins de naïveté possible. Ressentir la pression que la langue apprise, reçue inconsciemment, exerce sur nous, sur chaque être humain, la plupart à notre insu, mais sur moi déjà, altère la perception du monde. Le normal est aberrant, la forme humaine aberrante, et tout. La vie se sert de nous pour durer, et sans la force d'habitude, nous serions tous pétrifiés de terreur. Pour moi toujours, ce n'est pas donné pour vérité du monde, c'est réduit à ce que je perçois. La poésie s'attache à la saisie et à la transmission de conscience de cette condition, de ce conditionnement et verbal et physique. Verbal et physique, mais c'est simplement le projet du théâtre d'art à quoi je travaille depuis 40 ans, faut pas le dire. Je me permets de vous renvoyer à l'article intégral vers un théâtre d'art qu'on trouve sur le net, mieux encore à la vidéo qui en donne la lecture. Je termine, lors d'une représentation idéale, nous ne nous émerveillons plus de ce que nous percevons d'extérieur à nous-mêmes, mais de ce que nous sommes et de ce que nous soyons. Seulement, 3e millénaire, nous n'en sommes plus à l'euro-nombrilisme, ni même au scripto-nombrilisme. 1000 formes de poésie du monde, plus 1000 formes de poésie technologique. La magie du ciné, l'enregistrement sonore, le Dolby Atmos, souvenir du Pathé Wepler, la place de Clichy, la première présentation. Smartphone, jeux vidéo, laser, concert pop, réalité augmentée, virtuelle, art immersif. Qu'est-ce que nos testicules peuvent bien apporter à ça? Imaginons quelques conscients de l'état des lieux et qui pensera, mais ça c'est toute l'histoire d'une vie, œuvrer en connaissance d'un point où la poésie de tout style, genre, pays, époque dont il est connaissance a pu porter la sensibilité humaine. Eh bien, ce conscient aura probablement l'inconscience de bosser. Mais aussi grande il mesure la montagne, autant il se contentera de regarder quel petit pas, jour après jour, il fait. Et en effet, difficile de... Si on continue dans l'alexandrin, en essayant de faire autre chose que ce qui a été fait si merveilleusement, si on a conscience de ce que c'est, on prend des risques. Ça ne pardonne pas, ce style. On peut se tromper par ignorance, ça c'est ce qu'on fait la plupart. Mais quand on a un peu de connaissance de ces choses, je crois que c'est Michel-Ange qui dit « Le plus grand défaut, c'est l'impatience ». Voilà, le temps fait tout. Et je recite pour la 1000e fois Claude Debussy, « Il faut y laisser un peu de sa chère tranquillité ». Ça a l'air prétentieux, ça a l'air fou, démesuré, mais il faut être prêt à crever. À être malade. M'est arrivé de me rendre malade sur quelques strophes. Vraiment malade, de voir aller à l'hosto. Voilà, je ne dis pas ce que c'était comme maladie, mais usure, usée. Il faut sortir un peu, il faut bouger. Et le surréel alors? Il arrive ce surréel? Retour à notre décor premier. Tout le XXe siècle a exprimé les plus grandes aspirations à sortir de l'ornière poétique, l'atroce ornière poétique. Dada, surréalisme, structuralisme, lettrisme, poésie sonore, expérimentale, du vers au surréel. Le surréalisme, le lettrisme, les expériences... Goûtons le bruit du tramway. Le surréalisme, le lettrisme,
les expériences dada, les poèmes d'onomatopée. C'était, ça remonte, hein, c'était peut-être même, je crois, comment il s'appelait? Bâle, j'ai oublié son prénom, en 1906. Déjà des poèmes entièrement faits de succession de syllabes. Isidore Isou un peu théorisé tout ça. Et puis le mouvement dada, des choses délirantes. Après Gerasim Luka, qui hérite un peu de ça, mais 40 ans après, passionnément passionné. Bien, mais Isidore Isou, mata, na, Messiaen, Dunduchil, mapa nama kaipipa, ça vient du quechua. Mais le plus délirant pour moi, c'est ça, comme onomatopée contrôlée. Arrêtons un moment, toutes ces sonorités. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Narsas, est nouvelle à tes yeux. Souvent ce cabinet superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Il faut écouter le bruit, hein, les sonorités comme elles sont agencées. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour. Lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. Alors ça, pour l'introduction de Bérénice, Racine doit préciser le cadre pour les spectateurs. De son appartement, cette porte est prochaine, et cet autre conduit dans celui de la reine. Va chez elle, dis-lui qu'importun à regret. J'ose lui demander un entretien secret. Va chez elle, dis-lui qu'importun à regret. J'ose lui demander un entretien secret. Putain, la maîtrise phonétique. Alors l'autre, vous, seigneur importun, vous, cet ami fidèle, qu'un soin si généreux intéresse pour elle. Je pense qu'il est un peu bourguignon, hein, plus que 17e. Vous, cet Antiochus, cet amant autrefois, vous que l'Orient compte entre ses plus grands rois. Est-ce que vous imaginez la maîtrise, l'intensité, la concentration intellectuelle et entièrement charnelle et physique qu'il faut pour écrire un truc pareil? La recherche syntaxique, la variété, la rigueur formelle, le plein emploi des ressources musicales et le jeu abstrait de l'esprit. Vous que l'Orient compte entre ses plus grands rois, dois-je croire courant au Titus la Attendez, dois-je croire quoi? Déjà de Titus, épouse en espérance, se rend entre elle et vous, met-il tant de distance? Et maintenant, la réponse surchargée de diphtongues. Quoi? Déjà de Titus, épouse en espérance, se rend entre elle et vous, met-il tant de distance? Les chapons un peu étouffés là, mais c'est joli quand même, j'aime bien le bruit sourd. C'est que ça, c'est du bruit, le bruit d'une langue. Alors, la réponse de Titus, hyper chargée de phonèmes. L'autre, quoi déjà de Titus, épouse en espérance, se rend entre elle et vous, met-il tant de distance? Va, dis-je, et sans vouloir te charger d'autres soins, voici je puis bientôt lui parler sans témoin. Voilà, ça c'est le grand art classique tel qu'il faudrait l'enseigner, le faire entrer dans l'esprit, par exemple, des rappeurs. Tous n'ont pas mis en rap le récit de Théramène. Hein, ça existe, ça a été fait de Théramène en rap. Mais il faut bien faire comprendre que le moindre alexandrin de Racine, de Corneille, tiens, vous faites taper la langue derrière les incisives supérieures, là. NDT. Alors il y a les dentales, le NDT. Je le refuse encore, Seigneur, et me dénie, je crois que c'est dans Pulchéry, l'honneur qui ne m'est dû que dans mon Arménie. 2, 4, 6, 8, 12, ça, ta. Mais ça, c'est sans fin. Hein. J'ai même fait des conférences entières dont la moitié était consacrée à ce genre de prodige, de virtuosité. Il faudrait bien qu'on écoute, au lieu de dire des conneries du genre oh, la tragédie racinienne, c'est le reflet du pouvoir monarchique centralisé. Oui, Versailles ou les jardins de Lenôtre, tout ce qu'on veut, mais c'est accablant ce manque de connaissances techniques. C'est dommage. J'ai pas de conseils à donner, chacun fait comme il veut, mais je pense que si
on avait la connaissance un peu des maîtres classiques, ça changerait beaucoup l'écriture de ceux qui s'essayent à la poésie. Ça la changerait en quoi? Ben, en exigence de soi. Donc, peut-être, en résultat. Attention, j'ai un bon jab encore. Hein. Un bon jab, il va partir. Hein. De fait, en résumé, ce que cette vidéo essaye de montrer, c'est ce qu'un regard autre, un regard appuyé, un regard un peu différent sur l'alexandrin, sensible, un regard du métier, peut apporter de vraiment neuf, une leçon qu'il ne faut pas laisser perdre. Une amie attentionnée me disait récemment que j'étais encore plus bête que j'en avais l'air. C'est vrai, je sais bien qu'avec la synesthésie, ma perception de la poésie ne peut pas valoir pour tout le monde. Et du reste. Bien sûr que la poésie, le théâtre, la déclamation, ce sont des formes creuses, des abstractions. Tout reste à inventer, tout reste à créer. On essaye, on n'y arrive jamais, on continue.